Selon la légende, l'Atlantide abritait autrefois une civilisation très avancée, une société colonisatrice disposant d'un gouvernement et d'une technologie sophistiquée. Et puis, à la suite d'un cataclysme, cet île-continent aurait soudainement disparu avec toute sa population. Mais l'Atlantide a-t-elle réellement existé? 2300 ans après l'apparition du mythe, on recherche encore à travers le globe des traces de cette mystérieuse civilisation qui déchaîne les passions. L'Atlantide est bien réelle. Je pense que cette civilisation a existé, qu'elle a été détruite et qu'on peut en trouver des vestiges disséminés dans le monde entier. Les ruines de l'Atlantide sont-elles submergées au fond des mers? Des Atlantes survivants ont-ils montré aux Égyptiens comment construire les pyramides? Et sont-ils à l'origine de la civilisation maya? Le cours de l'histoire a-t-il été transformé par leur technologie futuriste? Peut-être avaient-ils des ordinateurs et des télévisions. Ou un cataclysme antique est-il à l'origine de la légende? Autant que je sache, il n'y a aucune preuve solide de l'existence de l'Atlantide. Alors, avec Sceptiques et Convaincus, nous allons tenter de faire la part du mythe et de la réalité, à la recherche de l'Atlantide, le continent perdu. Dans le monde moderne, le mythe de l'Atlantide fait l'objet d'une fascination sans égale, ou presque. Au milieu d'une plaine à la fertilité inégalée, se dressait un palais, entouré d'anneaux concentriques de terre et de mer. Un continent que l'on disait aussi grand que la Libye et l'Asie réunies. Créé par les descendants du dieu grec Poséidon, cette île paradisiaque aurait abrité pendant de nombreuses générations une société pacifique et égalitaire. Les Atlantes étaient un peuple noble, à la gastronomie raffinée, qui vouait un culte au taureau et dressait les éléphants. Mais hélas, ces qualités divines s'estompèrent, et la nature humaine prit peu à peu le dessus. Les Atlantes devinrent cupides et belliqueux. Alors, en l'espace d'un seul jour et d'une seule nuit, l'Atlantide fut engloutie par les flots, après une série de séismes et d'inondations. Une fabuleuse histoire, mais imaginaire ou basée sur des faits réels. Pour certains, pas de doute, l'Atlantide a bel et bien existé. La plupart des gens pensent que l'Atlantide est un simple mythe, mais c'était une vraie civilisation. Je pense que certains Atlantes ont survécu à la catastrophe qui a englouti l'Atlantide. Les défenseurs de l'existence de l'Atlantide se divisent en deux groupes. Ceux qui cherchent le continent perdu lui-même et ceux qui pensent que les Atlantes survivants ont laissé leurs traces sur de nombreux monuments antiques. Pour tous, cependant, l'histoire commence avec Platon. Vers 360 avant Jésus-Christ, le penseur grec a écrit 2 dialogues philosophiques sur le continent perdu de l'Atlantide, le Timée et le Critias. Selon certains, ces ouvrages représentent une carte au trésor, transmise au fil des générations. Beaucoup ont tenté de la suivre, mais pour ce qui est de l'emplacement exact de l'île, les conclusions diffèrent grandement. Avant tout parce que les points de repère de Platon sont difficiles à interpréter. Selon le philosophe, l'Atlantide se trouvait au-delà d'un détroit, les colonnes d'Hercule. Traditionnellement, on considère que cette appellation désigne le détroit de Gibraltar, à l'embouchure de la Méditerranée. Or, celui-ci donne accès à de vastes étendues de mer. Certains experts pensent que des îles voisines, telles que les Açores ou les Canaries, pourraient être des vestiges de l'Atlantide. Mais l'insaisissable paradis a déjà été localisé aux 4 coins du globe. En Antarctique, en mer de Chine du Sud, en Irlande, en Espagne, aux Amériques, dans la cordillère des Andes et même au fond d'un lac en République dominicaine. L'Atlantide a-t-elle réellement existé? Platon ne répond pas par oui ou par non. Il pose la question. Et il nous donne une description incroyablement détaillée de l'Atlantide. C'est une île avec des anneaux concentriques de mer et de terre. Donc on va de la terre à la mer, de la mer à la terre, avec un chenal pour permettre aux bateaux de passer.
Malgré la carte et cette description, les chasseurs de trésors n'ont pas encore réussi à trouver les ruines de l'Atlantide. En revanche, la recherche de survivants supposés a abouti à des résultats intéressants. Certains experts pensent en effet que des Atlantes ont dû échapper au cataclysme qui a détruit leur civilisation, et que ces survivants auraient été rejetés par les flots dans des endroits éloignés, apportant ainsi leur savoir supérieur à des cultures émergentes de par le monde. Pour les défenseurs de l'existence de l'Atlantide, les impressionnants monuments de l'Égypte antique sont la meilleure preuve de cette thèse. Selon eux, une population primitive n'aurait pas pu soudainement bâtir de telles constructions sans aide extérieure. De complexes calculs mathématiques sont nécessaires. Et comment réaliser des arêtes aussi parfaites avec des outils en cuivre? La piste Atlante serait donc la seule explication possible. L'auteur William Henry compte parmi les principaux avocats de cette théorie. Et pour la vérifier, il a organisé un voyage en Égypte pour un groupe de 35 passionnés. Le temple de la vallée à Gizeh est une construction remarquable, constituée de centaines de blocs de calcaire et de granit rouge, dont beaucoup pèsent plus de 150 tonnes, soit 3 fois plus que les plus grands mégalithes du site de Stonehenge. D'après les archives antiques, les Atlantes ont acheminé ces blocs de pierre sur près de 1000 km. Comment ont-ils fait? William Henry a son idée. L'une des explications possibles serait qu'ils avaient une forme de technique antigravité. Les blocs seraient devenus presque légers comme des plumes, ce qui leur aurait permis de les manipuler et de les déposer à l'endroit voulu. Un système antigravitationnel, voilà qui paraît invraisemblable. Pourtant, des hiéroglyphes retrouvés au temple d'Abydos laissent penser que les Égyptiens avaient peut-être accès à une technologie moderne, voire futuriste. Faut-il voir dans ces gravures un hélicoptère, un sous-marin ou même un vaisseau spatial? Cela pourrait-il expliquer comment les Atlantes voyageaient de par le monde? Car selon les tenants de la thèse des survivants, des architectes atlantes auraient été à l'œuvre en de multiples endroits. Au Cambodge pour les temples d'Angkor Wat, sur l'île de Pâques pour les célèbres statues. Ils seraient même arrivés jusqu'aux Amériques. Au Mexique, des légendes locales évoquent en effet des dieux blancs et barbus venus d'au-delà des mers. Selon George Erickson, ces visiteurs étaient en réalité des Atlantes qui auraient aidé les Mayas à construire leur temple majestueux. Anthropologue et auteur, George Erickson a étudié les Mayas pendant 30 ans et il a remarqué des détails troublants sur les temples de Uxmal et Cohumlich. Platon a évoqué la présence d'éléphants dans l'Atlantide. En revanche, il n'y a jamais eu d'éléphants aux Amériques. Pourtant, ici, au milieu de la péninsule de Yucatan, on trouve cette sculpture avec le front, les yeux de l'éléphant et une trompe parfaitement reproduite. Certains archéologues ont dit que c'est un ara stylisé, mais ce n'est pas un perroquet, c'est une trompe d'éléphant. D'autres anthropologues estiment cependant cette interprétation discutable. Nous étudierons les anomalies égyptiennes et mayas plus en détail tout à l'heure, ainsi que de mystérieuses structures sous-marines. Avec un géologue, nous évoquerons également le phénomène que beaucoup considèrent comme la preuve flagrante de l'existence de l'Atlantide. Une éruption cataclysmique, capable de détruire une civilisation. Dans tous les mythes, il y a un noyau de vérité. Et selon moi, c'est généralement lié à une catastrophe naturelle, quelque chose de si inattendu et horrible qu'on ne peut l'oublier. Pour découvrir la vérité, nous devrons suivre les pas des chasseurs de trésors d'autrefois. La fascinante description faite par Platon de l'Atlantide et sa civilisation perdue a captivé l'imagination de ses lecteurs à travers les siècles. Mais il a fallu attendre l'ère moderne pour que le mythe revienne au premier plan grâce à Ignatius de Neri. Né à Philadelphie en 1831,
ce membre du Congrès américain croyait en la possibilité d'une société parfaite. Il participa même à la fondation d'une ville utopique, Nininger City dans le Minnesota. Une aventure qui tourna vite au fiasco. Loin de se décourager, Donnelly écrivit alors un livre intitulé « Atlantide, monde antédiluvien ». Le continent perdu représentait pour lui une sorte de jardin d'Éden, la source de toutes les civilisations antiques et les divinités grecques. Il situait l'Atlantide aux alentours des Açores. Les gens y ont cru. C'était le milieu du 19e siècle, l'archéologie était encore une science balbutiante, et quand Donnelly a dit « Voici ce que j'ai découvert », beaucoup ont pensé « Pourquoi pas, c'est possible ». C'est ensuite en Allemagne que le mythe de l'Atlantide se diffuse. Au début du XXe siècle, une société secrète, l'ordre de Thulé, envoie des expéditions à travers le monde pour découvrir le berceau d'une prétendue race aryenne. Un continent perdu, situé entre le Groenland et l'Islande, qui ne serait autre que l'Atlantide. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, Adolf Hitler aurait même ordonné à la tristement célèbre Luftwaffe de se détourner des missions de guerre pour rechercher l'Atlantide. Mais c'est avant tout grâce à Edgar Cayce que le mythe de l'Atlantide revint sur le devant de la scène. Étonnant médium autoproclamé, il affirmait avoir eu des visions d'un continent qui aurait connu 3 grandes périodes de bouleversement et dont il ne resterait qu'un groupe d'îles probablement situées dans les Caraïbes. Selon Edgar Cayce, les Atlantes auraient construit des sortes de cristaux laser pour produire de l'énergie et leur surcharge aurait finalement causé une terrible explosion. Il affirme également que le Sphinx aurait été construit en 10 500 avant Jésus-Christ, soit 8 000 ans plus tôt que ce qu'il est généralement admis dans la communauté scientifique. Et toujours selon lui, les survivants de l'Atlantide auraient par ailleurs dissimulé sous le monument une salle des archives contenant tout leur savoir ainsi que la véritable histoire de l'espèce humaine. Edgar Cayce prédit qu'une preuve de l'existence de l'Atlantide sera retrouvée aux Bahamas en 1968 ou 1969. Et de fait, en 1968, un pilote survolant l'île de Bimini repère une structure immergée. Sur 1,5 km, des blocs rocheux semblent disposés de façon artificielle. Un site désormais connu sous le nom de Bimini Road. Selon certains experts, il s'agirait d'une digue construite pour protéger un port antique. Quelques années plus tard, une structure similaire est localisée au large de l'île d'Andros. On la surnomme la Andros Road. Bien que la mer des Caraïbes se trouve à environ 6500 km des colonnes d'Hercule, à l'embouchure de la Méditerranée, la piste des Bahamas a suscité beaucoup d'intérêt. D'autant plus qu'en 1995, Fidel Castro a envoyé une expédition dans la région, à la recherche de galions espagnols naufragés. Or, cette chasse au trésor a donné des résultats tout à fait inattendus. L'expédition était dirigée par Polina Zelitsky, ingénieure de formation soviétique devenue exploratrice sous-marine. Et à 670 mètres seulement de la côte ouest de Cuba, son sonar a localisé de mystérieuses structures immergées. Je pense que nous voyons là les fondations de ruines. Je ne crois pas que la nature puisse créer des structures aussi parfaitement rectilignes et aussi symétriques. Polina Zelitsky en a donc conclu qu'il s'agissait de constructions humaines. Il est possible que les vestiges d'une civilisation se trouvent désormais à 700 mètres de profondeur. Nos images sonars montraient un grand nombre de structures, mais nous n'avons pu faire des relevés que pour quelques-unes d'entre elles. Bien que Polina Zelitsky ne croie guère au mythe de l'Atlantide, elle espérait revenir sur place pour découvrir à quel type de civilisation ces ruines pouvaient être attribuées. Malheureusement, le régime castriste ne lui en a pas donné l'autorisation.
George Erickson est lui fermement convaincu que l'Atlantide se trouvait aux Caraïbes. Je pense que la Bimini Road et la Andros Road sont liés à mon concept de l'Atlantide, car ces sites se trouvent sur le banc des Bahamas qui devait alors émerger. C'était une partie de l'île-continent Atlantide à l'époque où Platon situe sa destruction. À l'image des éléphants au temple d'Uxmal, George Erickson considère certaines des magnifiques sculptures des ruines de Coolidge comme des anomalies. L'anthropologue gravite ici le temple des masques, une pyramide dotée d'un escalier central et flanquée d'énormes visages de pierre. Pour lui, ce masque en particulier indique clairement que les non-mayas ont séjourné ici avant la construction du temple et que quelqu'un a sculpté leur effigie sur la pyramide. Voici un masque maya en stuc. Il représente Chak, le dieu de la pluie. Mais les traits sont atlantes. Un long visage, une mâchoire carrée, une moustache bouclée, de chaque côté des sourcils hauts, un long nez aquilin. Il est certes impossible de déterminer avec précision l'apparence physique des Atlantes. Mais pour George Erickson, une chose reste sûre. Ils ne ressemblaient pas aux Mayas. Les Mayas n'avaient pas de poils faciaux. Leur visage était rond et creux. Dans l'espoir de prouver sa théorie selon laquelle les Mayas n'étaient pas les premiers habitants de la péninsule du Yucatan, George Erickson est revenu inspecter le site pour chercher de nouveaux éléments. Depuis longtemps, la majorité des archéologues s'accordent à dire que les premiers humains à avoir colonisé les Amériques ont suivi du gros gibier sur une langue de terre reliant la Sibérie à l'Alaska, avant de migrer vers le sud. Mais pour George Erickson, les Atlantes sont arrivés plus tôt encore. Selon lui, à la fin de la dernière ère glaciaire, la péninsule du Yucatan, Cuba et les Bahamas avaient toute une superficie plus importante qu'aujourd'hui, ce qui est confirmé par les données scientifiques. L'anthropologue soutient également qu'un cataclysme aurait alors provoqué une fonte des glaces et en conséquence la montée des eaux qui a englouti l'Atlantide. Je pense que le cataclysme qui a détruit l'Atlantide était dû à une brutale montée des eaux, laquelle aurait elle-même été causée par la collision d'une comète ou d'un astéroïde avec la Terre. Si la plupart des géologues confirment que le niveau des mers montait il y a 10 000 ans environ, il n'existe pour le moment aucune preuve connue d'un impact d'astéroïdes ou de comètes dans les Caraïbes à cette époque. Mais il en faudrait bien plus pour faire douter George Erickson. Je crois à l'existence de l'Atlantide. On a dit beaucoup de sottises à ce sujet qui peuvent être facilement réfutées. Il n'empêche qu'une civilisation de navigateurs a réalisé des avancées décisives dans le domaine de l'architecture, de l'art, des mathématiques et des interactions sociales, lesquelles ont mené à un âge d'or. Cette civilisation a été détruite par la montée des eaux, mais son influence se reflète encore aujourd'hui dans la présence maya en Amérique centrale. Pourtant, une grande majorité d'experts estiment que remettre en question les capacités des Mayas est non seulement inutile sur le plan scientifique, mais même plutôt insultant, ainsi que nous l'explique Jeff Blomster, anthropologue. Il y a toujours eu des théories intéressantes sur des visiteurs apprenant au peuple du Nouveau Monde comment développer leur culture ou construire leur ville. Or, cela me paraît assez ethnocentrique. Cela suggère que ces populations ne pouvaient faire des choses par elles-mêmes et qu'elles avaient besoin d'une aide extérieure de l'Ancien Monde. En réalité, il n'y a aucune preuve. Des documents historiques attestent que des légendes sur des dieux blancs venus d'au-delà des mers circulaient bien chez certaines populations indigènes d'Amérique centrale. Certes, les preuves de l'existence de ces visiteurs restent insuffisantes. Mais en Égypte, des hiéroglyphes retrouvés sur les murs de temples confirment clairement, pour certains en tout cas, la théorie d'un apport extérieur. Les Atlantes ont-ils montré aux Égyptiens comment construire les pyramides? Les annales de leur peuple sont-elles cachées sous le Sphinx, dans une salle des archives secrètes? Pour beaucoup des tenants de l'existence de l'Atlantide, l'Égypte est la clé de l'énigme.
William Henry a organisé le voyage baptisé le Portail des Dieux, non seulement pour admirer les merveilles de l'Égypte antique, mais aussi pour remettre en question la capacité d'une civilisation si ancienne à construire ces monuments sans aide extérieure. Les participants à ce voyage sentent qu'on ne leur a pas dit toute la vérité. Donc ils veulent stimuler leur imagination et venir visiter ces mêmes sites en adoptant un autre point de vue. Ils veulent voir de leurs propres yeux ces temples qui causent tellement d'excitation de par le monde. Le groupe descend le Nil en bateau pour aller visiter le site d'Edfou. Ce temple majestueux, le mieux préservé d'Égypte, a été achevé en 57 avant Jésus-Christ. Il est consacré à Horus, le dieu à tête de faucon. Comme c'est le cas pour de nombreux temples en Égypte, son histoire est gravée sur ses murs. Or, selon William Henry, il y a là des preuves physiques de l'existence de l'Atlantide. Là, nous avons sous les yeux des textes racontant l'histoire des êtres extraterrestres qui sont venus sur Terre et qui ont créé cette île, dont l'histoire ressemble beaucoup à celle de l'Atlantide de Platon. D'ailleurs, je crois que ce texte est la source qui a inspiré Platon pour ses écrits sur l'Atlantide. De fait, Platon a bien dit que cette histoire lui a été transmise par des prêtres égyptiens. Mais en réalité, ce temple a été construit plusieurs dizaines d'années après la mort du philosophe. Quoi qu'il en soit, c'est là seulement un aspect de l'énigme pour les organisateurs du voyage. Selon eux, le Sphinx, le temple de la vallée et les célèbres pyramides ne sont pas de simples monuments, mais aussi des preuves incontestables de la présence atlante dans l'Égypte ancienne. La plupart des égyptologues estiment que ce colosse de calcaire, mi-homme, mi-lion, a été bâti en même temps que les pyramides, soit vers 2500 avant Jésus-Christ. Mais pour William Henry, sa construction est bien antérieure. Il croit en effet à la théorie d'Edgar Cayce, selon laquelle une salle des archives secrètes aurait été aménagée sous le Sphinx en 10 000 avant Jésus-Christ. Les Atlantes y auraient dissimulé leurs annales après avoir supervisé la construction du monument. Personne n'est certain de ce qui se trouve en dessous, mais il y a beaucoup de spéculations sur la présence de chambres. Certaines données scientifiques le confirment et c'est indiqué sur cette stèle. Edgar Cayce a prédit que cette salle des archives serait découverte entre 1996 et 1998. Pour l'instant, il n'a que quelques années de retard. Beaucoup de gens n'en croient pas moins à l'existence de cette chambre secrète, notamment Bill Brown, qui a décidé de consacrer sa vie à sa recherche. Il a passé de longues semaines à étudier le site à l'aide d'un GPS et d'un radar pénétrant, et il pense avoir trouvé quelque chose. Je suis venu ici pour étudier le sous-sol, et nous avons effectivement trouvé quelque chose. Nous avons les preuves de l'existence d'une caverne, à partir de 10 mètres de profondeur. C'est établi. Elle a une profondeur maximum de 40 mètres, elle est pleine de boue, et dans cette boue, il y a des caissons. Que cette caverne contienne ou non des archives atlantes, Bill Brown est convaincu qu'il s'agit d'une découverte majeure. La salle des archives contient l'histoire de la race atlante, l'Atlantide avant la chute, le pourquoi de cette chute. Et ces archives nous ont été laissées pour nous servir de leçon, afin que nous ne répétions pas les mêmes erreurs. Les participants au voyage Le Portail des Dieux espèrent pouvoir assister au premier coup de pioche de Bill Brown, mais les autorités égyptiennes n'ont pas encore délivré de permis de fouille pour la recherche de la salle des archives. Le groupe va donc se contenter d'une visite de l'intérieur de la Grande Pyramide. William Henry descend en premier dans le labyrinthe menant à une grande chambre, plongée dans l'obscurité. L'atmosphère de l'endroit est propice à la méditation. Nous sommes dans la chambre du roi de la Grande Pyramide. Un endroit très puissant pour méditer et se connecter aux énergies stellaires. Les énormes blocs de granit rouge des parois stupéfient les visiteurs.
Pour William Henry, les pierres de la pyramide comme celles du temple de la vallée sont trop imposantes pour que les Égyptiens aient pu les déplacer. Seule la technologie supposément supérieure des Atlantes aurait pu accomplir cette prouesse. Lorsque William Henry sort de la pyramide à la tombée du jour, il paraît transformé par l'expérience vécue à l'intérieur. C'était fantastique, vraiment merveilleux. Les pyramides ont-elles vraiment été construites par les Atlantes? Et si oui, comment ceux-ci sont-ils arrivés en Égypte? Pour William Henry, la clé de l'énigme se trouve à Abu Ghorob. Situé à 1 heure environ du plateau de Gizeh, ce site peu fréquenté par des touristes abrite les ruines de 2 temples solaires de la 5e dynastie. Mais pour William Henry, il y a plus. Nous allons à Abu Ghorob, l'un des plus anciens sites cérémoniels au monde. Selon la tradition égyptienne, des voyageurs des étoiles sont arrivés à cet endroit. Ce serait un site d'atterrissage d'OVNI. Mais les Atlantes sont venus en passant par des portails stellaires. Ce sont des extraterrestres. William Henry pense que les Atlantes sont originaires de la constellation des Pléiades et qu'ils sont venus sur Terre via des portails stellaires, d'hypothétiques ouvertures dans l'espace-temps. Abu Ghorob serait l'un des premiers points d'arrivée de ces visiteurs. Très peu de gens le savent, mais ces découvertes auront peut-être une grande importance pour les théories sur l'Atlantide. William Henry traverse le site désert jusqu'aux ruines d'un bâtiment ou d'un hôtel. Si on touche avec la main, on peut sentir que ces rebords arrondis sont parfaitement lisses. Selon certains, cela prouve que des machines sophistiquées existaient dans l'Antiquité. Les égyptologues pensent que ces pierres ont été taillées avec un burin en cuivre, mais ça n'a pas de sens. C'est un travail d'une précision incroyable. Tel n'est pourtant pas l'avis de la communauté scientifique. Spécialiste des momies, Salima Ikram étudie l'Égypte ancienne depuis plus de 20 ans. Et elle se dit choquée par les théories attribuant les trésors de la civilisation pharaonique à des extraterrestres. Certains ne semblent pas pouvoir accepter le fait que les gens qui vivaient ici étaient capables de faire toutes ces choses sans aide extérieure. Et c'est insultant. De fait, il existe une abondance de données archéologiques permettant d'expliquer en détail comment les pyramides ont été érigées par des Égyptiens. Un processus de construction résolument terre à terre. Les pyramides ont été construites en 2500 avant Jésus-Christ environ, donc il y a 4500 ans. Et elles ont été construites par les Égyptiens de l'Antiquité. Certains travaillaient directement pour le pharaon, d'autres étaient des paysans qui venaient sur le chantier 3 ou 4 mois dans l'année au lieu de payer des impôts. Pour beaucoup, des paysans cherchant ainsi un allègement fiscal font des bâtisseurs plus probables que des êtres stellaires. Par ailleurs, nombre d'historiens et de scientifiques pensent que l'Atlantide n'est qu'un mythe, et rien de plus. Mais, comme c'est souvent le cas, le mythe a peut-être un fondement historique. Et beaucoup d'experts pensent que l'île dont Platon s'est inspiré pour ses dialogues était forcément toute proche. Si on veut localiser l'Atlantide, elle se trouvait forcément dans ce qu'on appelait l'Ancien Monde, en Méditerranée ou au large de l'Espagne, dans une région que Platon pouvait connaître. Santorin est une petite île paradisiaque, dans les eaux bleues de la mer Égée. Or, à l'âge de bronze, soit plusieurs siècles avant la naissance de Platon, elle abritait l'avant-poste d'une civilisation très avancée. Ce peuple de navigateurs, riches et sophistiqués, pratiquait le commerce dans toute la Méditerranée. Puis il a disparu, presque du jour au lendemain. Pour beaucoup d'experts, cette histoire ressemble étrangement à celle de l'Atlantide. Peut-être la science peut-elle alors résoudre le mystère?
Platon ayant écrit que l'Atlantide se situait au-delà des colonnes d'Hercule, beaucoup ont présumé que le continent perdu devait se trouver après le détroit de Gibraltar, quelque part dans l'océan Atlantique. Mais Platon était un homme de la Méditerranée. Alors, et si les colonnes d'Hercule désignaient un repère local, à une courte distance de navigation de la Grèce continentale? Et si, au-delà de ce point, s'était épanouie une nation insulaire, une civilisation avancée au rayonnement commercial international, avec un gouvernement structuré et une puissante armée? Une nation soudain détruite par un cataclysme si violent que l'onde de choc en aurait été ressentie dans toute la région. Eh bien, cette nation a existé. Entre 3000 et 1100 avant Jésus-Christ, les Minoens, première véritable civilisation européenne, ont prospéré sur deux îles, Santorin et la Crète. C'était un peuple pacifique et en avance sur son temps, doté d'une riche tradition artistique. Le célèbre palais de Knossos en Crète disposait même d'un système de canalisation. De la vie générale, leur civilisation était très avancée. Est-il possible que l'histoire des Minoens ait inspiré à Platon son conte moral? Et quelle a été la cause du déclin de leur civilisation? La science a peut-être les réponses à ces questions. Vers 1640 avant Jésus-Christ, soit 1300 ans environ avant que Platon commence à écrire, une gigantesque éruption volcanique a presque entièrement détruit la petite île de Santorin. Une grande partie des terres a été engloutie par les flots, et l'avant-poste d'une florissante civilisation a ainsi brusquement disparu. En 1939, Spyridon Marinatos, un archéologue grec, a mené des fouilles sur Santorin dans l'espoir de retrouver des vestiges minoens ensevelis sous des couches séculaires de terre et de cendres. Et de fait, ces recherches ont été couronnées de succès. La fabuleuse ville antique d'Akrotiri a été préservée par la cendre volcanique. Il a découvert une ville très avancée. Akrotiri était une ville avec des maisons, des entrepôts de stockage pour le blé et le vin, et bien sûr les décorations les plus fantastiques que l'on puisse imaginer. En fait, la ville a été détruite en l'espace d'un jour et d'une nuit par une énorme éruption du volcan sur lequel elle était construite. Donc le site d'Akrotiri correspond assez bien à la description faite par Platon. Le professeur Marinatos en a conclu qu'Akrotiri est peut-être à l'origine de l'histoire de l'Atlantide selon Platon. Pour Floyd McCoy, géologue, la thèse paraît plausible. On parle d'un lieu qui a brusquement disparu, qui a littéralement explosé. Or, le seul phénomène connu qui puisse faire ce genre de choses à une telle échelle, c'est une éruption volcanique. Observant le volcan depuis les ruines, le géologue décrit ce que les malheureux habitants d'Akrotiri ont dû vivre en ce jour fatidique. Imaginons que nous remontions 3600 ans dans le passé. Le volcan explose. Et que voyons-nous? Là-bas, une grande île s'ouvre en deux et un énorme nuage de cendres et de pierre-ponce s'est projeté très haut. Les volutes montent jusqu'à la stratosphère. Ensuite, une crevasse s'ouvre dans cette direction et tout à coup, la mer s'engouffre, ce qui provoque de fortes explosions, des phénomènes très violents, accompagnés de coulées pyroclastiques qui déferlent sur toute l'île. L'éruption de Santorin a été aussi violente que la célèbre explosion du volcan Krakatoa en Indonésie en 1883, et presque 10 fois plus que celle du mont Saint-Helens en 1980. Floyd McCoy emprunte un navire pour se rendre sur la caldeira, l'énorme cratère créé par l'effondrement de la partie centrale du volcan.
Plus de 3600 ans après la catastrophique éruption, la formidable puissance du volcan se fait toujours sentir. Et selon le géologue, ce n'est qu'une question de temps avant que l'histoire se répète. C'est le point zéro. C'est ici que les éruptions se produisent. Ce volcan est en train de se reconstruire lentement. D'ici 20 000 ans, qu'est-ce qu'il y aura ici? On aura une île énorme. Et elle aura peut-être le même aspect qu'à l'âge de bronze. Il n'y aura pas de roches nues comme maintenant. Il y aura de la terre, des arbres, peut-être des buissons et des gens. Partout, des signes d'activité sismique indiquent que le volcan reste potentiellement dangereux. Voilà, on a du gaz chaud qui s'échappe ici. C'est chaud. Le jaune, c'est du soufre et le blanc, de l'oxyde de soufre. Là, il y a de la chaleur qui sort du sol. D'où vient-elle? Cette chaleur est produite par du magma, de la roche liquide dans les profondeurs de la Terre. Donc ce paysage est trompeur. Et pour un volcanologue, cela signifie qu'il y a du magma actif sous nos pieds et qu'une éruption est à tout moment possible. Il est incontestable que ce volcan a détruit Akrotiri. Mais comment cette éruption aurait-elle pu causer la chute de toute la civilisation minoenne, dont le centre se trouvait en Crète, à plus de 100 km? Le professeur Kostas Sinolakis a grandi sur cette île et dans son enfance, il était fasciné par la puissance de la mer. Aujourd'hui, c'est un spécialiste du plus dévastateur des phénomènes marins, les tsunamis. Il est donc bien placé pour savoir qu'une grosse éruption volcanique peut provoquer un raz-de-marée. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé à Santorin du point de vue scientifique. Mais il y a des hypothèses. Et c'est comme ça que la science fonctionne. On pense donc que le volcan a explosé et détruit entièrement l'île de Santorin. Il s'en est suivi un énorme raz-de-marée qui a déferlé jusqu'en Crète et a durement frappé les Minoens. Or, dans l'Antiquité, Santorin était le carrefour commercial de la Méditerranée. Un peu comme Hong Kong aujourd'hui, si vous voulez. Au cours des dernières années, ces phénomènes ont tragiquement rappelé leur puissance destructrice. Le tsunami de 2004 dans l'océan Indien a fait 225 000 victimes, un chiffre si terrible qu'il dépasse l'entendement. Et en Méditerranée, 5 ans plus tôt, un autre raz-de-marée a ravagé la côte turque. L'idée qu'une ville puisse être engloutie par les flots n'est pas du tout saugrenue. C'est ce qui s'est produit en 1999 lors du grand séisme d'Izmit qui a fait 17 000 victimes. Les Minoens ont-ils ainsi servi de modèle à Platon pour ses Atlantes? Ce qui ferait d'Akrotiri, la ville détruite par l'explosion d'un volcan, la véritable Atlantide. À l'évidence, et certains détails de l'histoire de Santorin en 1640 avant Jésus-Christ évoquent la civilisation perdue décrite par Platon. Une société avancée brusquement rayée de la carte, son emplacement géographique, les roches volcaniques rouges et noires. Peut-être des réfugiés minoens ont-ils raconté leur terrifiante histoire en Grèce continentale. Et celle-ci se serait ensuite transmise de génération en génération, jusqu'à éveiller l'intérêt d'un esprit curieux, Platon. La théorie paraît convaincante, mais les preuves directes, si tant est qu'il n'y en ait jamais eu, sont peut-être perdues à jamais. Alors est-ce que c'est l'Atlantide? Difficile à dire. L'Atlantide, c'est une histoire. Est-ce qu'elle s'est déroulée ici? C'est impossible de le savoir. C'est une histoire magnifique et j'aimerais y croire. Mais je suis un scientifique, il me faut des preuves solides. Or, elle nous manque encore. Beaucoup d'experts sont convaincus qu'Akrotiri et l'Atlantide ne font qu'une.
L'histoire vraie d'une société sophistiquée des îles méditerranéennes, littéralement anéantie en l'espace d'un jour et une nuit. Elle aurait ainsi survécu dans la culture grecque classique par l'intermédiaire de son plus grand philosophe, Platon. Si on cherche une civilisation avancée dans la région où l'Atlantide devait se trouver, alors les Minoens sont probablement la réponse logique. Doit-on pour autant rejeter les théories selon lesquelles des créatures divines auraient favorisé le développement de jeunes civilisations, comme celle des Égyptiens ou des Mayas? La science peut-elle expliquer certaines découvertes étonnantes, comme ces hiéroglyphes d'apparence si moderne, ou ces étranges sculptures qui semblent un défi à la logique? Depuis des siècles, l'histoire du continent perdu de l'Atlantide, cette société utopique et sophistiquée, brutalement anéantie, captive notre imagination. Même les sceptiques sont sous le charme du mythe. L'Atlantide reste un des grands mystères de notre époque. Mais peut-on affirmer que des Atlantes survivants, ou leurs cousins extraterrestres, ont construit les monuments de grandes civilisations antiques? Le plateau de Gizeh et la péninsule du Yucatan comptent parmi les endroits les plus fouillés au monde. Pourtant, aucune preuve de l'intervention de bâtisseurs venus de l'Atlantide n'a jamais été retrouvée. Certaines anomalies n'en restent pas moins inexpliquées. Les hiéroglyphes du temple d'Abydos en Égypte sont peut-être l'exemple le plus frappant. Certains affirment qu'ils représentent un hélicoptère, un sous-marin et un vaisseau spatial. Les Égyptiens de l'Antiquité pouvaient-ils connaître des concepts si modernes? En réalité, ces motifs sont simplement le fruit du hasard. À l'origine, le temple d'Abydos était consacré au pharaon Séti. Mais plus tard, des hiéroglyphes en l'honneur de Ramsès II ont été gravés par-dessus les anciennes inscriptions. Au fil du temps, le plâtre s'est aussi effrité par endroits, et ces motifs étranges ont pris forme par accident. Si l'on sépare les hiéroglyphes originaux de ceux gravés plus tard, la mystérieuse technologie extraterrestre disparaît. Reste cependant la question de savoir ce qui se trouve en dessous du Sphinx. Edgar Cayce, le célèbre médium, a prédit que l'on découvrirait sous ses pattes la salle des archives Atlante. Les images radar de Bill Brown sont-elles vraiment concluantes? La salle des archives existe. Je crois à son existence et je pense que nous aurons bientôt des preuves. Les égyptologues, eux, sont sceptiques, car de nombreuses fouilles ont déjà été entreprises sur le site sans succès. Je sais que beaucoup de gens cherchent la salle des archives et les secrets Atlantes qui seraient gardés sous les pattes du Sphinx. Mais pour l'instant, malgré tous les sondages et les relevés, personne n'a pu trouver de preuves. Donc peut-être que l'on découvrira quelque chose à l'avenir, mais j'en doute compte tenu de tous les efforts déployés jusqu'ici. À moins d'une découverte future, c'est donc bien aux Égyptiens de l'Antiquité que doit revenir le mérite d'avoir construit des œuvres architecturales parmi les plus remarquables au monde. Pourquoi aller chercher des extraterrestres alors que les gens qui vivaient ici étaient tout à fait capables de faire ces choses eux-mêmes? Peut-on en dire autant des Mayas? L'anthropologue George Erickson a l'intime conviction que les sculptures ressemblant à des hommes moustachus et des trompes d'éléphants sur les temples de Yucatan prouvent une présence atlante. Beaucoup d'indices au Yucatan me font penser que les Atlantes sont venus ici et ont transmis leur civilisation, leurs concepts aux Mayas. Une thèse contredite par Jeff Blomster, spécialiste des Mayas. Il n'y a aucune preuve de la présence au Yucatan d'une population de navigateurs venus des Caraïbes. Comment expliquer alors les étranges masques du temple de Cohullinch? Le masque à Cohullinch représente le dieu du soleil maya, Kinishao, qui a parfois des éléments en mouvement de chaque côté de la bouche. Il pourrait s'agir de fumée ou de vapeur. Certains disent que ce sont des serpents.
De plus, il s'avère que les Mayas eux-mêmes avaient des poils faciaux. L'idée selon laquelle les Mayas étaient imberbes est un malentendu selon moi. Si on va dans une communauté maya aujourd'hui, au Mexique ou au Guatemala, on voit bien des hommes avec des poils faciaux. Donc je pense qu'ils en avaient, c'est évident. Mais qu'en est-il des trompes sculptées au temple d'Uxmal? Prouvent-elles réellement que les Atlantes ont amené des éléphants aux Amériques? Ces masques ne représentent pas du tout des éléphants, mais plutôt des effigies du monde maya, mélangeant des animaux existants à des créatures surnaturelles. Par exemple, ces sculptures représentent parfois des becs d'oiseaux, ou même des museaux de reptiles. Et puis les Mayas connaissaient aussi les tapirs. Richard Ellis, océanographe, tient pour peu crédible la théorie de George Erickson, selon laquelle une comète aurait causé l'anéantissement de l'Atlantide aux Caraïbes. D'après moi, situer l'Atlantide aux Caraïbes est tout simplement ridicule. Dans la région du Mexique et de Cuba, la géologie et la formation des îles sont parfaitement connues et n'ont absolument rien à voir avec un grand bout de continent qui aurait disparu. De plus, l'Amérique du Sud paraît quelque peu éloignée des repères géographiques de Platon. Est-ce que l'Atlantide était au Yucatan? On peut la situer où on veut, mais est-ce plausible? Non, je ne crois pas. Le plus probable est que l'Atlantide devait se trouver dans une région que Platon connaissait. L'île grecque de Santorin répond bien à ce critère. Mais si la civilisation avancée des Minoens ressemble à la description faite par Platon de l'Atlantide, presque aucun autre élément de l'histoire ne concorde. Platon parle d'une île-continent de la taille de l'Asie et de la Libye réunies. Santorin ne correspond absolument pas à cette description. De plus, Santorin ne se trouve pas au-delà des colonnes d'Hercule, si l'on admet que Platon désignait ainsi le détroit de Gibraltar. Enfin, l'avant-poste minoen a bien été détruit par une éruption volcanique, mais 900 ans seulement avant que le philosophe écrive ses dialogues, et non 9000 ans. Certains éléments de l'histoire concordent parfaitement, et d'autres pas du tout. Donc c'est du 50-50 en quelque sorte, et personne ne gagne. Aucune théorie ne s'impose. On ne peut pas garder certains éléments et en rejeter d'autres pour s'arranger avec les faits comme on veut. Mais l'espoir fait vivre. Et beaucoup continuent de chercher l'Atlantide, inspirés par l'exemple d'un homme dont la conviction a permis de retrouver la légendaire Troie, théâtre de la guerre du même nom. En 1873, Heinrich Schliemann, un aventurier allemand, a retrouvé la Troie antique, prouvant ainsi que les épopées d'Homère, l'Iliade et l'Odyssée sont au moins en partie basées sur des faits réels. Or, beaucoup de ses contemporains pensaient que c'était une folie de suivre les indices d'un mythe populaire, comme George Erickson le fait remarquer. Je pense que Heinrich Schliemann nous a montré à tous qu'il est possible de ne pas se contenter du statu quo et de continuer à chercher les réponses auxquelles on croit. Mais pour les sceptiques, des preuves matérielles restent indispensables. La question que je me pose, c'est si les Atlantes sont venus, pourquoi n'ont-ils laissé aucune trace de leur origine, de leur passage ou de leur technologie de navigation? Ainsi, le mystère reste entier. Peut-être Platon a-t-il simplement voulu écrire un fabuleux conte moral. Ou peut-être qu'une civilisation perdue attend toujours d'être découverte quelque part sur le globe. Il est possible que Platon ait écrit un conte moral et non un livre d'histoire. L'Atlantide lui aurait ainsi servi à illustrer un avertissement. Voilà ce qui se passe lorsqu'on a les chevilles qui enflent un peu trop. Je pense que l'Atlantide est une histoire vraie. Et selon moi, d'ici 10 ou 20 ans, probablement, des nouvelles preuves stupéfiantes seront découvertes. Tant qu'on n'aura pas découvert quelque chose de tangible, un objet dont on pourra prouver de façon incontestable qu'il provient de l'Atlantide, je ne croirai pas un mot de cette histoire.
I don't believe a word of it.